BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Fabrice Kooms qui est en direct avec nous depuis la maison communale à Anderlecht. Bonjour Fabrice Kooms. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est mardi midi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour au calme et une situation normale à Anderlecht ? Pour l'instant, c'est un retour au calme. Donc depuis samedi soir, on n'a plus vécu d'incident. Par contre, il y a toujours des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, nous sommes toujours en vigilance renforcée et donc particulièrement attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Vigilance renforcée, ça veut dire qu'il y a toujours des effectifs de police qui sont déployés dans les rues et éventuellement le renfort d'autres zones de police qui patrouillent sur la commune ? Pour l'instant, nous travaillons avec notre propre effectif, mais c'est clair que dès qu'il y a des rassemblements qui se forment sur les points qui sont sensibles, nous procédons comme ce dimanche et ce lundi à des arrestations préventives. Alors il y a eu une centaine d'arrestations au total pendant ce week-end. Ça dit l'importance des incidents et des opérations de police qui ont suivi. Est-ce qu'on sait déjà s'il y aura beaucoup de personnes qui seront poursuivies parmi la centaine de personnes arrêtées ? Quelle est la part d'arrestations administratives et la part d'arrestations qui donneront lieu à des arrestations judiciaires, donc à des poursuites ? Et donc aujourd'hui, le dernier chiffre que je viens d'avoir, c'est 156 arrestations sur l'ensemble des 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi, dont 25 arrestations judiciaires. Maintenant, ce n'est pas pour ça que la partie poursuite va être terminée, parce que nos équipes continuent à étudier les images que nous avons enregistrées et donc d'essayer de faire le lien entre les fauteurs de troubles et les dégâts qu'ils ont occasionnés, à la fois pour transformer les arrestations en arrestations judiciaires et aussi pour demander des dommages et intérêts au point de vue civil. Oui, ça veut dire qu'il y aura effectivement donc des poursuites pour au moins 25 personnes. C'est quoi qu'on leur reproche ? C'est d'avoir jeté des projectiles sur la police, c'est d'avoir dégradé du mobilier urbain, c'est d'avoir refusé les injonctions des forces de l'ordre ? Oui, clairement, les arrestations judiciaires, c'est lorsqu'il y avait des violences à l'encontre des forces de l'ordre, et donc des jets de pavés, il y avait la dégradation de 4 véhicules de police, il y avait même des jets de cocktails Molotov, et donc c'est ça qui est reproché aux personnes qui sont arrêtées de manière judiciaire. Oui, il y a eu une scène vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, c'est l'attaque d'un fourgon de police qui avait dû être évacué par son occupant, et le fait qu'une arme de poing avait été dérobée dans ce fourgon de police. Est-ce que vous en savez plus ? Est-ce qu'on a d'abord identifié l'auteur de ce vol et est-ce qu'on a retrouvé l'arme ou toujours pas ? À l'heure actuelle, on n'a pas encore retrouvé l'arme, mais de la même manière que nos équipes étudient les images pour identifier les fauteurs de troubles, ils ont aussi plusieurs films de la scène, et donc ils sont en train à l'heure actuelle de faire le lien entre les personnes qui sont identifiables et les pistes, et donc il y a plusieurs pistes qui sont sur la table pour l'instant. Oui. Est-ce qu'on a une idée du profil des personnes arrêtées ? Vous avez exprimé pendant le week-end en disant qu'il y avait un certain nombre de fauteurs de troubles qui n'étaient pas anderlechtois, qui étaient venus d'autres communes pour semer le trouble à Anderlecht. Ça se confirme dans les arrestations auxquelles vous avez procédé ? Il y a une part importante de non-anderlechtois ? Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'Anderlechtois et que tout est de la faute des autres communes. C'est loin d'être mon propos, mais c'est clair qu'il y a à peu près 50% de citoyens anderlechtois qui ont été arrêtés et le reste vient d'autres communes, voire même en dehors de la région bruxelloise. Donc il y a une partie des personnes qui ont manifesté ou qui se sont mesurées aux forces de l'ordre qui n'étaient pas bruxelloises. Une petite partie. Donc la moitié, c'est les Anderlechtois et la plus grosse partie du reste, c'est la région bruxelloise et quelques-uns en dehors de Bruxelles. Ça veut dire qu'ils venaient d'où ? On a le chef de corps a cité l'exemple de Manage, d'Anvers, mais c'est assez marginal. Donc vraiment, ça reste quand même un phénomène bruxellois. Il ne faut pas le nier. Alors, la famille demande aujourd'hui la désignation, la famille d'Adil, le jeune homme qui est décédé, demande la désignation d'un juge d'instruction. C'est une demande que vous pouvez appuyer ou pas ? Oui, en tout cas, moi j'ai rencontré la famille qui était très digne d'ailleurs dès samedi midi, donc dès le lendemain du drame. Et c'est une des promesses que j'ai formulées, c'était que l'enquête soit l'enquête par rapport au drame de vendredi soir, que l'enquête soit la plus impartiale possible et donc soit menée en toute indépendance. Et donc c'est pour ça que c'est le parquet qui la coordonne et qui a déjà désigné un expert automobile. Et pour moi, oui, je ne peux qu'appuyer la demande de la famille, même si ce n'est pas
la zone de police qui est à la manœuvre dans cette affaire-là. Oui, c'est le parquet de Bruxelles. Hein. Donc il y a la séparation des pouvoirs, évidemment. Il y a 2 dossiers ouverts aujourd'hui par le parquet, l'un pour entrave méchante à la circulation et l'autre pour accident de roulage. Ce sont quand même des qualificatifs, des qualifications qui peuvent paraître un petit peu légères, hein, quand même, quand un jeune homme a perdu la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre l'émotion des jeunes du quartier, les amis d'Adil, que eux, effectivement, ils aient pu être choqués et qu'ils aient eu envie de manifester leur colère? Mais je peux tout à fait comprendre que l'entourage, que les voisins, que les amis, que le quartier soient choqués. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la famille, perdre un enfant, c'est quelque chose qui est indicible, donc c'est quelque chose dont on se relève difficilement. Et donc moi je comprends entièrement l'émotion qui a été suscitée. C'est d'ailleurs pour ça que le samedi midi, nous n'avons pas agi de manière préventive et donc nous avons laissé la chance d'avoir un rassemblement qui soit dans le recueillement. Et ce n'est que dès qu'on a vu que ce rassemblement menait à des violences qu'on a activé les forces de l'ordre. Donc oui, et je comprends aussi que la technicité du droit soit parfois difficilement compréhensible comme langage quand on est dans une telle émotion. Ouais. Fabrice Kums, on ne sait quand même pas grand-chose pour l'instant des circonstances précises qui ont provoqué la mort d'Adil. On a évoqué le fait qu'il tentait de dépasser un véhicule quai de l'industrie, il a été pris par une voiture de police qui arrivait à ce moment-là en sens inverse de face. Donc, est-ce que vous avez une vision claire de ce qui s'est passé? Est-ce que ce que je viens de dire correspond à votre connaissance de l'incident ou pas? Oui, c'est d'ailleurs ce qui est repris dans le communiqué du parquet qui a été diffusé dès samedi. Donc le parquet qui restait aussi très prudent en disant que selon les premiers éléments, c'est effectivement ça qui ressortait, c'est qu'Adil était poursuivi par une voiture et a pris une voiture qui venait en sens inverse. Maintenant, c'est clair qu'on ne préjuge pas du résultat final de l'enquête et que c'est notamment le rapport de l'expert automobile qui amènera à ce qu'on ait une meilleure connaissance, une connaissance plus fine de ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on reprochait à Adil? Le point de départ du contrôle, c'était quoi? Mais ça aussi, ça fera partie de l'enquête, parce que je pense que l'enquête, elle ne doit pas se limiter uniquement aux circonstances de l'accident. Elle doit aussi, depuis le début du phénomène, voir un peu pourquoi il était... parce que si j'ai bien compris, les premiers rapports disent qu'il y avait 2 scooters, en fait. Et donc, la première question, c'est de savoir pourquoi ils ont été contrôlés et comment s'est passé le contrôle, et comment s'est passé le début de la poursuite. Donc, tout ça fera partie de l'enquête qui va être coordonné par le parquet. Mais vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui on a essayé de contrôler ces scooters? Non, parce que justement, c'est pas la zone midi qui va coordonner l'enquête, et donc on veut vraiment que ce soit quelqu'un d'extérieur à la zone. Mais ce sont des policiers de la zone qui ont lancé ce contrôle? Ce sont des policiers de la zone qui ont fait le contrôle, oui. Ouais, et on contrôlait parce qu'ils n'avaient pas de casque, parce qu'ils enfreignaient le confinement, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas, non. Ouais. Est-ce que c'est logique C'est clair que ce sont des patrouilles qui sont... en fait, la plupart de nos forces sont, pour l'instant, évidemment, dans cette situation de Covid-19, la plupart de nos forces sont organisées pour justement appliquer les mesures de l'arrêté ministériel. Et donc, c'était le principal objet des contrôles qui se font pour l'instant sur le territoire de la commune et de la zone, c'est évidemment les mesures de confinement. Ouais. Et on doit se lancer à la poursuite d'un jeune en scooter s'il a enfreint le confinement? Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus tant que je ne sais pas exactement quel était le reproche qui était formulé aux jeunes. Oui. Alors Pascal Smet, secrétaire d'État à la région bruxelloise, membre du SPA, donc le Parti socialiste flamand, c'est pas le même parti que vous, je le précise, a eu une expression qui a mis fortement en colère les syndicats policiers. Il a dit que quand des dizaines de jeunes se mettaient à attaquer la police, c'est qu'il y avait quelque chose de grave, une rupture de confiance, de la défiance, de l'incompréhension, et ces émeutes doivent être perçu comme un appel, un cri pour attirer l'attention. Vous pouvez partager son analyse ou il est à côté de la plaque? D'abord, je pense que le moment est particulièrement mal choisi, puisque, comme je le disais en début d'interview, on n'est pas sorti de la période de tension, et donc la famille a fait un appel au calme qui a été respecté ce dimanche et ce lundi, mais il y a encore, comme je le disais, des appels à se rassembler, et donc je pense que ce n'est pas du tout le moment de jeter de l'huile sur le feu. Par rapport au fond de son intervention, moi je crois qu'on fait toujours une erreur en parlant de la police. Parce que la police, il y a
police de proximité, qui est celle qui travaille au quotidien dans nos quartiers et qui fonctionne bien. Moi, j'ai été leur rendre visite avant les incidents, dans un autre contexte. Et donc, ce sont des policiers qui connaissent le public des quartiers, qui connaissent les jeunes. Ça, c'est un élément de l'action que nous menons au quotidien. D'un autre côté, il y a aussi, évidemment, une autre branche de la police, qui est celle qui doit plus venir en intervention, parce qu'il y a, on le sait, des problèmes dans toutes les communes. Et donc, il faut bien pouvoir distinguer les deux axes d'action de la police. Et donc, c'est clair que ceux qui sont plus en intervention ont une moins fine connaissance de l'ensemble des quartiers, puisqu'ils ne sont pas au quotidien dans chacun de nos quartiers. Et donc, il faut, pour le futur, qu'on réussisse le pari de remettre la police de proximité dans la fonction qu'elle menait, je pense, parfaitement bien jusqu'à présent. Oui, c'est un peu ce qu'écrit Muriel Sacco, qui est une chercheuse en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, dans une carte blanche qui est publiée par le journal Le Soir ce matin, où elle met en parallèle les communications répressives et les communications préventives. Et elle écrit notamment qu'une cellule de crise aurait peut-être dû voir le jour rapidement auprès des autorités communales pour prévenir la formation de rassemblement. Vous avez lu cette carte blanche? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dedans ou pas? Non, je n'ai malheureusement pas lu la carte blanche, mais je peux dire quand même que la cellule de crise, elle s'est réunie samedi matin à 10h. Donc on a immédiatement pris la mesure et en tout cas envisagé toutes les hypothèses qui étaient sur la table, en ce compris les plus violentes, puisqu'on avait les forces qui étaient prévues en réserve. La cellule de crise s'est réunie. Nous avons adopté une tactique, les forces de l'ordre ont adopté une tactique le samedi qui était de dire on va laisser le bénéfice du doute, j'ai envie de dire, et de dire que ça peut être un rassemblement de recueillement, et ce n'est que dès qu'on a vu que ce n'était pas un rassemblement de recueillement, mais vraiment des violences à l'encontre des forces de l'ordre, que nous avons activé la deuxième partie de la stratégie. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que le contact entre les jeunes d'Anderlecht et les forces de l'ordre, la police, c'est un contact qui est bon, ou il va être difficile de le renouer et de revenir à une forme de dialogue? Moi, je pense qu'il était bon, et je vous dis, j'ai été voir les policiers sur le terrain il y a 10 jours. Ils m'expliquaient la manière dont ils fonctionnaient, et ça, à la satisfaction de tous. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de renouer ces liens, alors qu'on sait qu'une partie de ces policiers ont dû être injectés dans des opérations qui étaient plus des opérations de maintien de l'ordre pur et dur. Et donc, peut-être que la confiance va être brisée maintenant, mais tout l'enjeu des bonnes volontés des uns et des autres, ce sera de retisser ces liens. Il y aura un rôle particulier des médiateurs, des éducateurs de rue ou des éducateurs qui sont en contact direct avec ces jeunes tout au long de l'année? On va compter sur eux pour retisser le lien? Bien sûr, donc on a à la fois nos éducateurs de rue des services communaux et aussi les ASBL avec qui on est en contact et qui ont d'ailleurs joué un rôle de modérateur samedi. Après, en dehors du temps de l'urgence et de la réponse immédiate aux événements, il faudra aussi, on ne fera pas l'économie de ça, il faudra aussi qu'on prenne le temps de se poser tous ensemble et on organisera un temps de réflexion avec tous les acteurs du quartier pour qu'on puisse réfléchir ensemble sereinement à l'avenir. Ouais, il nous reste 30 secondes avant le journal, Fabrice Kums. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message ce matin à la jeunesse anderlechtoise qui doute de sa police, qui doute de son bourgmestre, qui se dit qu'elle a été maltraitée, que si Adil était un jeune d'un autre quartier plus favorisé de Bruxelles, les choses se seraient passées autrement? Le message, c'est qu'on comprend la douleur du deuil et que il ne faut surtout pas rajouter de la violence à ce deuil parce que ce serait trahir Adil, je pense, et sa famille. Et donc, il faut vraiment que le calme revienne dans le quartier pour qu'on puisse sereinement envisager l'avenir tous ensemble. Fabrice Kums, bourgmestre d'Anderlecht, est avec nous ce midi. On va marquer une pause dans cet entretien, monsieur le bourgmestre. On va vous retrouver juste après le journal. On parlera d'autres choses, d'autres événements liés au Covid-19 et sur la manière dont c'est géré dans la commune. Pour l'instant, il est 12h30.